intime avec la vie de la nature. Ficin aime montrer Dieu comme un pasteur orphique veillant sur le monde. Pour les pères, Orphée était une image du Verbe. Il reste à la Renaissance, comme il était pour Dante, dans les Convivium, le symbole de la puissance civilisatrice de l'esprit, qui est tantôt l'effet de l'éloquence, tantôt celui de la musique, tantôt celui de la poésie. Le sage meut à sa volonté ceux qui n'ont point une vie de science et d'art, et ceux qui ne mènent pas la vie de la raison, et sont comme des pierres. Orphée signifie la pacification des instincts, le bon gouvernement, l'ordre harmonieux, imposé par la magie de l'art. La tradition antique est unanime, et l'humanisme florentin avec elle. C'est que le poète Thrace représente pour les platoniciens l'initié par excellence. Son visage souriant et calme respire la plénitude de certains états d'exception. La plus haute forme d'aliénation spirituelle est celle que provoque la chasteté de l'âme consacrée à Dieu, comme Orphée l'enseigne à muser dans son hymne à tous les dieux. Cette âme n'est pas pour un temps seulement, mais pour toujours le temple paisible de Dieu, et il frappe à sa porte et en franchit le seuil dès qu'il le voit ouvert. Il y fait son séjour et nourrit l'homme d'ambroisie. Le Priscus Theologus solitaire a passé une partie de ses jours dans le désert de Thrace, en présence des Coelestia Numina, qu'il a célébrés comme nul autre poète, en particulier le soleil, à qui la sagesse orphique reconduit toujours la méditation. Orphée a nommé Apollon l'œil vivant du ciel, qui possède le sceau, donnant forme à toute chose du monde. Et cette mystérieuse bucolique et ce grandiose sacerdoce sont liés à la tragédie de l'amour. C'est lui qui précipite Orphée le magicien à l'assaut des enfers. Et il est remarquable que cette aventure, contée par Ovide et Virgile, ait fourni le sujet de la première œuvre du théâtre profane de la Renaissance. L'Orfeo de Policien, activement composé sur le modèle d'une Sacra Representazione, puis découpé en 5 actes, possède le mouvement d'un opéra lyrique, où l'on passe de l'idylle au drame de la séparation et à l'horrible bacchanale où le héros périt déchiré. Ainsi la fable d'Orphée associe intimement au rêve pastoral la triple puissance d'Eros, d'Hermès et de Saturne. Il est tour à tour le chantre inspiré de l'amour, le mage et le désespéré. Les principes les plus significatifs de la destinée sont présents dans l'histoire du chanteur fabuleux qui, on l'a vu, constituait pour Ficin l'image la plus haute de la science et de l'art. Orphée sera pour longtemps le mythe de l'artiste idéal. L'importance qu'on lui accorde à Careggi suffirait à révéler le changement d'accent qui incline de plus en plus à faire du poète et non du rhéteur, de l'artiste et non du dialecticien, le principe de la culture. L'Académie et les débuts de l'histoire de l'art à Florence. Les auteurs soucieux de montrer que le mouvement moderne intéressait toute la culture ne manquèrent pas au XVe siècle de mettre en parallèle l'activité de l'art avec celle des lettres. Aeneas Silvius Piccolomini l'a nettement exprimé au prix d'une de ces fausses analogies historiques dont l'humanisme a toujours été coutumier. L'épanouissement de l'éloquence coïncide avec celui de la peinture, comme nous le montre l'époque de Démosthène et de Cicéron. La première en décadence, l'autre tomba à rien. Depuis Pétrarque, les lettres ont revécu. Depuis Giotto, la main des peintres a repris sa vigueur et les deux arts sont déjà parvenus à leur plus haut degré. L'idée que l'âge moderne a vu s'épanouir toutes les formes de l'activité humaine a été exploitée de bonne heure par les chroniqueurs florentins au bénéfice de leur cité, faisant suite à la chronique de Giovanni Villani, Filippo, adapté dès avant 1400 le catalogue des hommes illustres à l'éloge exclusif de Florence en faisant une petite part aux artistes auprès des poètes, des historiens, des histrions et des hommes d'État. La recherche d'origine glorieuse va de pair avec la célébration des grands hommes. Aux formules conventionnelles se mêle le sentiment juste d'une originalité qui poussera souvent les Florentins à penser qu'il n'y a pas lieu d'étudier la Renaissance ailleurs que dans leur cité. Les créations du XVe siècle prêtaient à l'étroitesse du nationalisme toscan une sorte de justification.
les listes des grands noms étant tenues à jour, après Villani, les éloges des artistes prononcés par les humanistes et des poètes prépareront au cours du siècle les cadres de la première historiographie de l'art moderne. Dans ce travail, un rôle assez considérable revient au milieu de l'académie. Landino, Policien et leurs amis n'ont pas seulement continué la tradition des éloges et enrichi les formules, ils ont encore pris part aux discussions du temps et joué leur rôle dans ce qu'on pourrait nommer la propagande artistique de Florence, où l'on considérait avec Ficin la vénération des grands hommes comme l'un des devoirs et des honneurs de l'humanité. On doit aux héros comme aux saints, aux poètes comme aux héros, une sorte de culte. Les humanistes florentins l'ont pratiqué à leur manière. C'est ainsi que les deux plus grands architectes du Quattrocento, Brunelleschi et Alberti, ont été adoptés et soutenus par l'Académie à un moment où leur gloire était encore contestée. La publication du De Re Aedificatoria à Florence en 1485 est due à un effort de ce genre. Bernardo publia le manuscrit revu par son frère et déjà dédié par lui à Laurent avec une préface de Policien qui contient un éloge de Léon Baptiste, beaucoup moins convenu qu'on ne pourrait le craindre. Avec l'humaniste, l'archéologue et l'architecte sont expressément mis en valeur. Alberti savait tout. On en vient à se demander s'il était plutôt fait pour l'éloquence ou la poésie, s'il était plus profond, plus élégant. Il étudia les ruines antiques de façon si pénétrante qu'il restitua la méthode architectonique des anciens, conçut non seulement des machines et des appareils nombreux, mais des plans magnifiques d'édifices tenus au demeurant pour excellents peintres et sculpteurs. Landino avait consacré, on va le voir, en 1481, un beau passage sur l'éloge de l'universalité d'Alberti, et c'est vraisemblablement en 1483 que Ficin introduisait dans son commentaire au Timée la référence à l'œuvre fondamentale de l'humaniste architecte. Tout le groupe a donc souligné l'importance du traité qui en a tiré parti. Une quinzaine d'années plus tard, la lettre préface de Girolamo Massaini ne fera que confirmer l'annexion de l'humaniste par les platoniciens. Qui d'autre de notre temps a été comme notre Léon, nourri de mathématiques, accompli en matière de perspective et de symétrie, maître consommé en architecture, au fait de toute philosophie, initié au mystère du platonisme. Brunelleschi avait toujours été soutenu par le clan humaniste. Mort en 1445, son épitaphe latine avait été composée par Carlo Marsupini pour être placé dans le dôme sous le buste de Bugiano. Mais comme l'indique encore nettement Vasari, un siècle plus tard, Filippo fut malheureux à un certain nombre de choses. Outre le fait qu'il eut toujours des adversaires, quelques-unes de ses constructions ne furent pas achetées de son vivant et ne l'ont pas été ensuite. Autrement dit, la réputation de Brunelleschi n'était pas à l'abri des critiques et les polémiques qui avaient accompagné sa carrière ne pouvaient que se poursuivre après 1450. Son vieil adversaire, Ghiberti, rédigeait des commentari destinés à démontrer avec ses connaissances d'artiste théoricien l'importance de son rôle non seulement au Dôme, où il conteste en somme à Brunelleschi la gloire d'avoir édifié la fameuse coupole, mais encore dans toutes les entreprises du siècle. Mais Ser Filippo était une figure populaire. Et dans le troisième quart du siècle, sa légende commença à se fixer victorieusement grâce à une campagne dont on a une bonne idée par le petit chef-d'œuvre d'humour toscan qu'est la nouvelle du Grasso Legnaiulo, récit alerte et savoureux d'une farce à la Pirandello, où un menuisier un peu plus simple, la Manati, mort en 1450, fut la victime du terrible Brunellesco. Il existe plusieurs versions de ce conte anonyme. On a supposé avec quelque vraisemblance que l'une d'elles était due à Antonio Manetti. L'architecte mathématicien ami de Ficin, dont Benevieni, autre membre du groupe de l'Académie, publiera un inédit sur Dante. Les qualités d'écrivain de Manetti ne supportent pas cette hypothèse de façon concluante, mais on a moins de raison de douter que Manetti était l'auteur d'une vie de Brunelleschi, rédigée dans le dernier tiers du siècle et malheureusement inachevée, qui est un long plaidoyer en faveur du génie de Filippo, détailler les multiples difficultés de sa carrière et trouve une excuse à ses faiblesses.
C'est un menuisier, Antonio di Manetta Ciaccheri, qui est accusé d'avoir déformé les projets du maître par une mauvaise exécution. Le biographe construit son récit autour de l'originalité du créateur. Il lui donne pour fondement une doctrine révolutionnaire, celle de la perspective, dont il est le véritable inventeur, et une expérience unique des antiquités de Rome, dont il sut tirer parti parce qu'il avait buono occhio ancora mentale. Il fut capable de comprendre l'effort savant de Toscanelli. Philosophie et archéologie sont ainsi étroitement liées. L'analyse minutieuse de certains épisodes et l'économie générale du récit obéissent à une arrière-pensée polémique. Brunelleschi est pour la première fois, et on peut bien le dire d'une manière définitive, présenté comme l'introducteur de la vraie architecture moderne, un génie injustement attaqué et digne de l'admiration des milieux savants. Le manuscrit de Manetti, ou du pseudo-Manetti, est l'écho d'une propagande qui est utile de rapprocher de l'effort accompli en faveur d'Alberti. La défense et l'évaluation critique de l'art moderne, et au premier chef de l'architecture, intéressait le milieu de Careggi. Un remarquable témoignage de cet intérêt est le passage du long proemio de Cristoforo Landino à son édition commentée de la Comédie 1481, où est inséré un abrégé de l'histoire artistique de Florence. Avant de célébrer Dante comme représentant complet du furor divinus, platonicien et modèle de l'ars divine, Landino, conscient de la nouveauté de cette entreprise qui place un moderne, un écrivain du vulgaire au rang de Vattès vénéré de l'Antiquité, procède à une démonstration générale de la grandeur florentine. L'humaniste défend Dante contre ceux qui se sont mépris par les invectives du poète et ont vu en lui un fils indigne de la cité. Celle-ci possède d'ailleurs des espoirs éminents en tout domaine dans la vie civile, comme le montre l'histoire ancienne et récente. Dans le savoir, où après Luigi Marsile et le médecin Torrigiano, il faut surtout mettre en évidence Alberti, savant universel, et Toscanelli, en éloquence avec Guido Cavalcanti, Salutati, Poggio, en musique avec Francesco Cieco, en peinture et sculpture où sont cités 18 noms, dont le droit civil enfin et le commerce. Landino reprend le schéma du De Famosi Civibus de Filippo Villani, qui comportait aussi une liste de peintres, mais elle n'était utile à l'historien que pour le XIVe siècle. Landino lui a emprunté le système des 5 noms destinés à résumer au bénéfice de Florence seule l'évolution de l'art nouveau. Cimabue, qui est à son origine Giotto, non sulum illustris fame decor antiquis comparandus sed arte ingenio preferandus, selon Villani, et pour Landino perfecto et absoluto, et ses 3 héritiers directs, Maso, Stefano et Taddeo Gaddi. Pour le XVe siècle, où il n'a pas de prédécesseur, Landino fournit en somme la première ébauche connue d'histoire du Quattrocento, en impliquant, comme le fera Ficin dans sa lettre de 1492, que Florence est par vocation la capitale de l'art moderne. Le choix de Landino est révélateur du goût du milieu florentin au moment de la pleine vogue de l'Académie. 7 peintres, Masaccio, Fra Filippo, Castagno, Uccello, Fra Giovanni, Pesello et Pesellino, un architecte Brunelleschi, qui eut aussi une grande valeur comme peintre et sculpteur, et 5 sculpteurs, Donato, Desiderio, Lorenzo Bartoluccio, c'est-à-dire Ghiberti, mentionné seulement comme notissimo, et les 2 Rossellini. Certaines absences qui pourraient surprendre, celles de Baldovinetti, des Polaiuli, de Verrocchio ou de La Robbia, s'expliquent par le fait que le tableau de Landino mentionne seulement les artistes déjà morts en 1482. Les épigrammes de Verrine, dont il sera question plus loin, montreront comment les amis de Ficin tenaient à jour le tableau de leur préférence. Les jugements dont Landino accompagne la mention de chaque nom ne reproduisent pas les formules artificielles des épigrammes humanistes. Il y a même, semble-t-il, une certaine valeur critique dans ces observations, comme Massaggio buono componitore puro senza ornato, uccello artifioso negli storci,
perché interesse bene di prospettiva, donato prompto e con grande vivacità o nell'ordine o nella situare delle figure. Le registre de ses appréciations est double et révèle un familier d'Alberti, tantôt humaniste, l'où la vera proporzione, la quale i greci chiamano simmetria, dont la prospettiva dei Brunelleschi est la réalisation moderne. Tantôt il souligne la richesse d'expression psychique, l'effecto d'animo dont les Florentins ont le secret. Ces deux disciplines modernes ont ressuscité l'art en Italie. Il semble permis de voir dans ces jugements l'illustration concrète de l'orientation esthétique définie par Ficin. Ces éléments de critique artistique sont d'autant plus dignes d'attention malgré leur brièveté que pour une fois un humaniste, professeur d'éloquence et au surplus éditeur de Pline, ne s'applique pas à accoler le nom d'un artiste de l'Antiquité à celui de chaque moderne. Ce mode de célébration érudite sera celui de Policien et de Verino. Landino n'utilise sa connaissance littéraire de l'art antique que dans une courte introduction. Pline en fournit les éléments, invention de la peinture en Égypte, ou selon certains Grecs, en Grèce même. Après les premiers maîtres Cerdix et Thésophane, le développement complet est venu avec Parasius, gauchement nommé Parnassus, et Apelle. Cet abrégé n'est pas l'aridité de l'énumération vide dans laquelle était tombé Ghiberti. Il a surtout l'intérêt d'associer à la perspective historique une théorie génétique de la peinture qui est exactement celle d'Alberti. Les premières peintures étaient faites d'une seule ligne qui circonscrivait l'ombre de l'homme, puis on peignait d'une seule couleur, d'où le terme de monochromate. La première proposition traduit comme l'avait déjà fait le De Pictura de 1436 la phrase fameuse de Pline « Priscos vetere solitas umbras ad solem circumscribere ». Et l'on peut encore observer que les deux noms de peintres classiques retenus par Landino sont précisément ceux de Parasius et d'Apelle, évoqués par Alberti lorsqu'il traite de la ligne idéale et de la circumscriptio. La seconde proposition, qui semble moins en accord avec la pensée albertienne, décrit une étape précisée par Pline et qui pouvait d'autant mieux être intelligible en 1481 que les vases antiques étaient devenus à la mode sous Laurent. La publication officielle de Landino associait ainsi fortement à l'Elogium Florentia une esquisse historique qui, faisant de la renaissance de l'art un phénomène aussi spécifiquement toscan que la renaissance des lettres, intégré à la doctrine de l'Académie tous ces thèmes. C'était aussi un épisode du vaste mouvement de commémoration qui s'accomplissait sous Laurent avec la collaboration régulière de policiens spécialistes des épitaphes et des inscriptions. On n'avait pas voulu moins faire pour Giotto que pour Dante. Vasari l'a souligné. Pour que la mémoire de Giotto ne subsiste pas seulement dans les œuvres de ses mains, mais aussi dans celles des écrivains de l'époque, puisqu'il avait retrouvé la vraie manière de peindre perdue jusqu'à lui depuis longtemps. Un décret officiel et l'attachement spécial de Laurent le Magnifique, consacrant l'admiration due au mérite de ce grand homme, fit placer à Sainte-Marie des Fleurs son image sculptée dans le marbre par l'excellent Benedetto de Maggiano, avec l'inscription du divin Policien faite pour inspirer à ceux qui excelleraient en tout domaine l'espoir de parvenir à la gloire si largement méritée par Giotto. L'épitaphe évoque la main aussi juste qu'habile, le merveilleux clocher. Bref, je suis Giotto, fallait-il tant rappeler, ce seul nom vaudra un long poème. Cette commémoration est de 1490, l'année où Policien se plaignait d'avoir à faire face à trop de demandes d'emblèmes, d'épigrammes, d'inscriptions. 2 ans auparavant, Laurent avait chargé Filippo Filippi d'élever un tombeau à son père dans la cathédrale de Spolète, et Policien avait aussi rédigé l'épitaphe. C'est de nouveau vers 1490 que Policien rédigeait pour le chœur de Sainte-Marie Nouvelle l'inscription satisfaite sur la belle cité qu'anoblis richesse, victoire, art et édifice, et qu'on rapproche invinciblement de la lettre triomphale de Ficin sur le retour de l'âge d'or à Florence. Les épitaphes de Policien n'ont guère pour terme que la puissance de l'art rival de la nature. La même formule s'imposera à Ugolino Verino,
dans la suite d'épigrammes qui a finalement trouvé place au livre 2 de son De Illustratione Urbis Florente, l'ordre suivi n'est pas sans rapport avec celui de Villani. Les saints comme Ottonin y sont d'abord évoqués, puis les poètes dominés par Dante. Après lui, Pétrarque, Boccaccio, Guido Cavalcanti, Francesco Nesi plus proche, Landino Scala, puis les humanistes, Marsil. Donato Acquaioli, Policien, Honor Musarum, Naldi, Berlingueri, Palmieri, c'est-à-dire la plus grande partie du cercle de Careggi, auquel s'ajoutent seulement les trois Pulci, Pulcia et Proles. On trouve ensuite les jurisconsultes, les savants ou Alberti, autres Vitruve, cités auprès du médecin géomètre Toscanelli. Les capitaines et enfin les artistes, dont la place est beaucoup plus importante qu'autrefois. La part de Trecento est réduite aux deux noms de Giotto et de Gaddi. Filippo Lippi évoqué, on passe aussitôt aux maîtres de la dernière génération, aux contemporains de Ficin et de Benivieni, dont la gloire est soulignée par l'analogie d'un nom antique. Léonard, lent au travail comme Protogène. Les deux Ghirlandaggio, fameux au contraire pour leur rapidité d'exécution. Sandro, digne d'être un nouveau Zeuxis. Les Polaioli, Girard le mosaïste, Verrocchio autre, Lysippe sur ce qui est porté le jugement capital qui fait de lui le maître de toute une génération d'artistes. Perugin, Apelle, Donatello, Phidias, Desiderio, Praxitèle. Ces analogies artificielles établies d'après les jugements de Pline sur les maîtres anciens vont du rapprochement générique Phidias Donatello à un jugement plus précis dans le cas de Desiderio Praxitèle. On serait même tenté d'apercevoir une nuance entre l'art qui se définit par Apelle, le maître de la ligne, et celui de Zeuxis attentif aux lumières, si la relation du premier avec Filippino et du second avec Botticelli n'était laissée dans le vague. C'était là en tout cas une manière de donner à l'histoire de l'art moderne sa dignité à l'égard de l'antique et son autonomie à l'égard des lettres et de la philosophie. Ces schémas ont donc été une étape utile à la veille du développement des chroniques et des guides qui vont consacrer la popularité des causes et d'arte. L'auteur les prépare en louant sans réserve les portes du bâtisphère et la coupole du dôme, comme elle avait élaboré les grands mythes de l'art. L'Académie a préparé les linéaments de son histoire. La puissante historiographie du XVIe siècle ne pourra qu'en tenir compte avant et après Vasari.